Le sport malien souffre d'un déficit de financement. Rares sont les fédérations et les clubs qui disposent de ressources financières suffisantes pour couvrir toutes leurs charges et prendre dignement en charge leurs sportifs. Cette situation entraîne généralement la démotivation des sportifs et parfois des grèves en pleine compétition. Comment expliquer cette pauvreté des instances sportives nationales? Quel rôle les annonceurs et les mécènes jouent-ils? Quelle place les fédérations et les clubs accordent-ils au marketing sportif? Comment financer efficacement le sport au Mali? Financement du sport, les écueils, c'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine bimensuel dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Notre débat de ce soir porte sur le financement du sport et les obstacles auxquels les acteurs font face. Qui de mieux pour nous édifier sur ce sujet que notre invité principal? Vous comprendrez en regardant son portrait. À tout à l'heure. Cheikh Konaté est depuis 8 ans le directeur général de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Avant d'occuper cette responsabilité, M. Konaté a été le directeur des études de cet institut dédié au sport de mai 2010 à juillet 2012, puis directeur de juillet 2012 à mars 2015. Il connaît assez bien les programmes de l'INJS puisqu'en 2002, c'est lui qui était chef du groupe chargé de la conception et de l'élaboration des programmes de formation. Comment pouvait-il en être autrement, sachant le parcours du natif de Caille? Né en juillet 1959 à Lomba, Cheikh Konaté a fait ses études primaires et secondaires à Kasso, dans sa région. Passionné de sport, plus jeune, ce Caïsien a pratiqué plusieurs disciplines, parmi lesquelles on peut citer la boxe, le judo, le handball, le basketball, mais surtout l'athlétisme, où il a fini vice-champion du Mali au saut en hauteur et au lancer du poids. Entre 1992 et 1997, M. Konaté a occupé plusieurs postes dans le domaine sportif. Il a notamment été entraîneur national de basketball durant 2 ans, directeur technique national de la Fédération malienne de basketball et enfin, directeur national des sports et de l'éducation physique. Durant la CAN 2002, Cheikh Konaté était chargé de la sous-commission du comité d'organisation de la compétition. Depuis janvier 2007, M. Konaté est professeur vacateur à l'École normale supérieure ENSUP et l'École nationale d'enseignement technique et professionnel. C'est lui qui préside actuellement la commission permanente de l'éthique du Comité national olympique et sportif du Mali. Il est aussi le président du réseau des directeurs d'instituts francophones de formation de cadres de jeunesse, de sport et des loisirs de la CONFEJS. M. Konaté fait partie du groupe d'experts ayant élaboré la politique nationale du développement du sport et son plan d'action. Du point de vue académique, Cheikh Konaté est titulaire d'un master en didactique des disciplines, spécialité sciences techniques des activités physiques et sportives de l'Institut supérieur de l'éducation et de la formation continue de l'Université de Tunis, en Tunisie. Il a un diplôme d'entraîneur de haut niveau de basketball de l'Institut national supérieur des sports de l'expertise et de la performance, INSEP, de Paris en France. Il compte également plusieurs certificats, dont un sur l'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, au Sénégal. Marié et père de famille, Cheikh Konaté a reçu plusieurs titres honorifiques. Il est, entre autres,
chevalier de l'Ordre national du Mali, médaillé de la Croix d'honneur de l'éducation physique et sportive de la Fédération internationale de l'éducation physique et sportive. Cheikh Konaté, le directeur général de l'INJS, est l'invité principal de Entreprendre. J'ai le plaisir de recevoir Cheikh Konaté, directeur général de l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS. Monsieur Konaté, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, pouvez-vous nous parler brièvement de l'INJS et des formations qui y sont dispensées? Permettez-moi d'abord de vous remercier de l'honneur que vous me faites cet après-midi, de parler d'un domaine qu'est le sport de notre pays et de façon générale. Tous mes remerciements à vous, à votre hiérarchie et tous ceux qui ont contribué à ce que cette émission puisse nous recevoir cet après-midi. Parler de l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS, je dirais que c'est un établissement d'enseignement technique à caractère professionnel, autonomie, comme toutes les institutions d'enseignement supérieur du Mali. Cet institut, il est créé bien sûr en 2002, parce que c'était d'abord dans la forme des cycles moyens qu'on appelait INS, Institut national des sports. C'est en 2002 que le côté filière jeunesse a été adjoint à l'institut et qui a pris le nom de l'INJS. L'INJS, c'est deux cycles. Nous avons un cycle moyen qui reçoit des titulaires du DF, diplôme d'études fondamentales, et qui font 4 ans d'études. Ensuite, il y a une filière supérieure qu'on appelle licence, qui reçoit les titulaires de baccalauréat ou diplôme équivalent. Nous avons deux filières. Nous avons la filière jeunesse, sport, jeunesse, animation socio-éducative et loisirs, et nous avons la filière sport, éducation physique. Au niveau de chaque filière, notamment au niveau de la jeunesse, nous avons 3 options. Nous avons l'animation, nous avons ce qu'on appelle l'entrepreneuriat, nous avons les loisirs. Au niveau de la filière au sport, nous avons l'éducation et motricité qu'on appelle l'éducation physique et sportive. Nous avons l'entraînement sportif et nous avons également l'administration du sport. Alors, comment on y entre le cycle moyen, on a accès avec le DEV, c'est sur concours. Et ensuite, le cycle licence également, c'est un concours direct et un concours professionnel. Donc, ouvert à tout le monde, c'est ça? Ouvert à tous les Maliens. De 18 à 22 ans pour le cycle moyen et de 18 à 25 ans pour le cycle supérieur, les titulaires du DF ou du baccalauréat. Comme on a pu le voir dans votre portrait tout à l'heure, vous connaissez assez bien la sphère sportive nationale. Vous avez été athlète avant d'occuper des postes de responsable. Comment percevez-vous cette question du financement du sport national? Vous savez, la question du financement du sport est une question délicate, assez délicate, parce que nous sommes dans un environnement aujourd'hui, surtout dans ce 21e siècle, donc nous sommes dans un monde organisé. Et par rapport à cela, l'État du Mali, à partir de 2016, avait élaboré une politique nationale du sport et son plan d'action. Et ce plan, dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d'action, cela devrait prendre en question plusieurs prérogatives, notamment le volet financement du sport. Donc nous sommes navrés de constater que depuis l'élaboration de cette politique et son plan d'action, malheureusement, il n'y a pas eu de suivi dans le cadre de sa mise en œuvre et par rapport à l'application de cette politique. Ce n'est pas le cas aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis vraiment au regret de constater que ce n'est pas le cas. Justement, on va voir si nos prochains intervenants partagent votre avis dans ce grand angle signé Marietou Diallo et Ibrahim Babi. Après plusieurs mois de travaux, le 25 septembre 2014, le document de politique nationale de développement et de promotion du sport, PNDPS, a été validé par l'ensemble du mouvement olympique et sportif malien. Le dit document précisait plusieurs aspects permettant le développement des disciplines sportives, parmi lesquelles la création d'une agence nationale de développement du sport, la création de l'Office de gestion des infrastructures sportives ou encore la mise en place d'un Fonds national de développement du sport.
Rebaptisé par la suite Politique de développement du sport, PNDS, le document a abouti le 8 avril 2015 à l'adoption d'une loi régissant le sport en République du Mali, assortie d'un plan d'action pour un coût total de mise en œuvre estimé à 97 515 millions de francs CFA. Personnellement, en tant que président de fédération, je pense que c'est une très bonne politique qui prend déjà en compte le sport dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire aspect gestion, aspect formation. Je veux parler de la gouvernance du sport, je veux parler du renforcement des capacités, je veux parler de la mobilisation des ressources. Donc pratiquement, c'est tous les domaines du sport qui sont pris en compte. Parce que ça a été élaboré par tous les acteurs de la pratique sportive en réalité. Il n'y a pas eu d'exclusion. Et même nous, journalistes sportifs, nous avons pris part à son élaboration, à l'atelier d'élaboration. Maintenant, entre la théorie et la pratique, il y a tout un océan. Un océan dans lequel de nombreuses fédérations se noient par manque de ressources financières notamment, ce qui entraîne généralement des arriérés de salaire des entraîneurs et leur encadrement technique, mais surtout des bouderies des sportifs parfois en pleine compétition lorsque leurs primes ne sont pas payées. C'était le cas en 2022 à Kigali au Rwanda, où l'équipe nationale de basketball senior masculin a refusé de jouer 2 matchs des éliminatoires du Mondial 2023. La même année, les joueurs de l'équipe nationale de football engagés à la CAN au Cameroun ont également montré leur agacement. Les athlètes ont beaucoup de problèmes de retard de primes. Parce que moi, j'ai joué au haut niveau, j'ai joué avec l'équipe nationale et tout le temps, après une compétition, on pouvait percevoir nos primes 2 ans plus tard, voire 3 années, voire ne jamais recevoir parce que peut-être qu'il y a un problème aussi de continuité. Les primes n'émanent pas des fédérations en fait. Les primes, c'est l'État qui les paye. Pour participer aux compétitions continentales, voire mondiales, les fédérations sont soumises en début de saison à un arbitrage de la DNSEP, Direction nationale des sports et de l'éducation physique. Au cours de cet entretien, la fédération en question, en collaboration avec la Direction nationale des sports, il dégage des activités prioritaires. C'est-à-dire, en fonction de l'enveloppe budgétaire disponible, la Direction nationale des sports dit à la fédération, bon voilà, vous avez tel nombre de compétitions, mais on ne pourra prendre que 2 ou 3 selon les disponibilités financières. En dépit de la validation, en dépit des arbitrages et de la validation des activités, au moment des faits, souvent on nous dit qu'il n'y a pas de sous. Et là encore, c'est des difficultés. Parmi les difficultés figurent celles liées aux annonceurs. Rares sont les fédérations ou les clubs qui bénéficient des financements conséquents des sponsors. 90% de nos activités reposent sur le comité à travers le sponsoring. Même malheureusement, je vous dis, il n'y a pas beaucoup de sponsors. Les opérateurs maliens n'ont presque pas compris ce genre de partenariat. Sinon, nous avons beaucoup démarché les gens, mais ça n'en a pas d'effet. Très généralement au Mali, les sponsors peut-être ne perçoivent pas trop la pertinence de financer un club. Et ce qui les importe beaucoup plus, peut-être, c'est qu'il doit être un travail partagé. C'est un peu quand un club sort en compétition africaine, alors là, ça fait appel à de la visibilité. Et ceci peut permettre au club ou encore aux sponsors d'être vus. Mais le financement à l'intérieur, vraiment, est très difficile. Donc les limites à ce niveau, c'est que, les clubs ne sont pas à mon niveau, ça n'engage que moi, ne sont pas très organisés, à part quelques-uns des clubs, pour faire vraiment présenter un bon profil afin que les financeurs puissent vraiment s'y engager. La réticence de certains annonceurs s'explique en partie par le faible retour sur investissement en matière de visibilité. À cela s'ajoute l'absence de marketing sportif dans de nombreuses fédérations et clubs. Mais des solutions existent pour inciter les opérateurs à investir dans le sport. Moi, je voudrais suggérer ici,
Si dans les années à venir, on parvient à trouver un processus dans lequel les annonceurs qui financent une discipline peuvent vraiment avoir une compensation au niveau de l'État, je pense que ça va revenir, l'espoir reviendra à moins de coûts à l'État et ça permet également d'inciter beaucoup d'annonceurs à aller vers les différentes disciplines. Et voilà, je pense que le sport va avoir un envol à partir de ça. Pour financer le sport malien à hauteur de souhait, certains spécialistes suggèrent la création d'un fonds nation pour le développement du sport qui serait alimenté par le budget via notamment des impositions sur certains produits. Monsieur Konaté, une réaction par rapport au reportage qu'on vient de voir? Oui, on ne peut pas rester inactif devant toutes ces interventions qui viennent de se faire. Parce que je vais terminer par le dernier élément qui est la création d'un fonds national de développement du sport. C'est effectivement une demande forte, une recommandation forte de la politique nationale. Et il y a eu des tentatives au départ. Mais il faudra avouer qu'il y a eu des incompréhensions, bien sûr, entre le ministère en charge des sports et le ministère en charge des finances. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, dans ce Mali-Croix, on devait se retrouver. Il faut que les deux ministères se retrouvent par rapport à la mise en œuvre, à la création de ce fonds-là. Et le fonds demande que l'État mette en place des mesures incitatives. Ces mesures incitatives, vous avez parlé par rapport d'impôts. Impôts, souvent devant les grandes compétitions comme la CAN, des grands événements que le Mali a organisés, on a dit on va mettre 10 francs sur le tabac, on va mettre 5 francs sur l'alcool, on va mettre ceci, cela. C'est ça des mesures que l'État doit faire. Mais il faut que également l'entrepreneur et le sponsor, celui qui vient avec son argent, trouve en récompense certaines choses, comme des mesures d'exonération sur certaines marchandises pour certaines choses. Nous allons bien sûr revenir en détail sur certaines propositions qui ont été donc faites dans ce grand temps qu'on vient de voir. Mais avant, j'ai le plaisir de recevoir notre second invité, Boubacar Keïta. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, donc, vous êtes ancien international malien, vous avez évolué au poste de gardien de but, vous avez évolué avec les différentes sélections, que ce soit les U17, U20 et avec l'équipe nationale A. Vous avez également été un joueur du stade malien de Bamako, du Djoliba AC. Vous avez évolué également en Europe, en France particulièrement, au Red Star 93, pour ne citer que ce club. Vous êtes aujourd'hui entraîneur de football, président de l'association sportive du Mandé, dans la Ligue 2 de Koulikoro pour être précis. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. En tant qu'ancien sportif, quel regard portez-vous justement sur cette question du financement? Bonjour. Tout d'abord, un grand remerciement à l'équipe de TM1 pour donner l'occasion de parler d'un thème qui est vraiment important dans le football en général et surtout dans le football malien à l'heure actuelle. Moi, par rapport au thème, je dirais que comme l'a dit le tonton Konaté, qui me connaît depuis tout petit, parce qu'il est dirigeant depuis que nous on a commencé. Donc je pense que lui, il a assez d'expérience pour en parler, pour connaître tous les contours. Donc aujourd'hui, je pense que l'État malien met en premier les différentes fédérations doivent être capables de créer un programme de fonctionnement par rapport aux différents championnats de leur discipline. Et de les soumettre à leur ministère, au ministère des Sports, qui est le ministère de tout le monde. Et je pense qu'avec ce programme, le ministère il peut être capable de faire en sorte que le gouvernement s'y mette, d'une façon ou d'une autre. Donc, tonton Konaté a parlé des impôts, c'est bien, mais moi je trouve que quand tu regardes les financements des clubs à l'heure actuelle dans tous les pays, on prend exemple sur les compagnies de téléphone, les compagnies minières. Il y a tellement de compagnies ici qui rapportent l'argent que l'État, avec un bon programme de la fédération qui est accompagné par le ministère, peut leur imposer des financements de ces différents sports-là. Donc moi, je pense que tout est une question d'organisation et surtout des différentes fédérations qui doivent être à la hauteur de leur mission, c'est-à-dire créer des programmes, créer des programmes pour que les clubs puissent être subventionnés
sans que l'argent soit financé par l'État. Monsieur Konaté, Monsieur Keïta parle d'imposer. C'est ce qu'il faut faire. Il faut imposer à ces structures, à ces opérateurs économiques, le financement du sport. Oui, ou inciter. Oui, inciter. Je parlerais plutôt de mettre en place des mesures incitatives. Parce que les gens mettent l'argent parce qu'en contrepartie, qu'est-ce que je gagne? Je pense que dans le plan d'action de la politique nationale, on a beaucoup parlé de partenariat public-privé. Partenariat public-privé parce que l'État, dans une certaine mesure, doit être capable de voir, parce qu'il a parlé de... Nous, on a approché tous ces gens. Nous avons approché les miniers, nous avons approché les grandes entreprises maliennes. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au sport malien? Aujourd'hui, j'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui a parlé du Comité national olympique et sportif du Mali. Et aujourd'hui, il faut en parler. Il faut parler du Comité national olympique et sportif du Mali qui est en train de mouiller le maillot, comme en termes sportifs, dans le cadre de l'aide que ce comité apporte aujourd'hui, dans le cadre de la mise en œuvre des politiques de certaines dites petites fédérations, entre guillemets. C'est là, ils ont, je vais taire les noms des grands sponsors que ce comité a. Merci pour ne pas donner des points avec le service commercial. Je connais les principes, je connais les principes pour ne pas me faire punir. Donc, je sais que le comité a démarché ces gens en mettant en place, il a dit tout à l'heure, une politique de marketing. Parce que ce qui est important, c'est l'organisation fonctionnelle interne du club. Et également la transparence. Parce qu'aujourd'hui, les clubs, aussi bien que les fédérations, et ces structures ont des ressources propres, souvent qui sont tues. L'État ne sait pas exactement aujourd'hui qu'est-ce qu'une fédération malienne gagne par an. Et alors qu'en fait, c'est pour ça que moi j'ai parlé de conventions, j'ai parlé de contrats entre l'État. Dans la mise, moi je suis aujourd'hui directeur général d'un établissement public à caractère technologique. Je ai ce qu'on appelle un contrat de performance entre l'État du Mali et l'Institut, et que nous signons à travers des objectifs. Et à travers cela, il y a les ressources propres que l'Institut gagne et quelles sont les subventions que l'État peut apporter. Tout à l'heure, il y a le directeur technique de la Fédération malienne de basketball. Il a dit que les fédérations élaborent des activités et présentent ces activités-là à l'État. Qu'est-ce que l'État peut prendre? Mais est-ce que dans le cadre de cette présentation, est-ce que les fédérations disent également à l'État, voici ce que nous gagnons par an et qu'est-ce que nous allons faire de ces sous-là? Donc il y a aussi une responsabilité de ces acteurs, des fédérations, des présidents. C'est une responsabilité partagée parce qu'il faut qu'il y ait un système de transparence. Et qui gagne quoi? L'État, c'est vrai, c'est une politique, c'est tout à fait normal. Et c'est un devoir, c'est un service public. L'État doit financer le sport. Les postes de financement, on les a dit tout à l'heure quand quelqu'un a parlé de la politique. Même votre présentatrice, il y a la formation des cadres, il y a les infrastructures sportives, peut-être qu'on va en parler, qui aujourd'hui c'est une plaie. Et la majorité, les 90% des infrastructures sportives aujourd'hui sont à la charge de l'État du Mali. On a vu que quand les terrains de l'État n'ont pas fonctionné dans un sport comme le football, ça causait un problème. Le match a été délocalisé au Maroc notamment. Donc la formation, les infrastructures, tout ça. Mais ce qui est un grand problème, c'est que les Maliens voient, c'est les compétitions. Telle fédération n'a pas pu participer à telle activité. Et bien on n'a pas payé les primes, j'en ai entendu. Les primes sont régies par un arrêté. Vous me parlez de primes, justement, pardon de vous interrompre quelques secondes. On va voir justement cette première infographie qui va nous amener à parler des primes. Merci. On parle parmi les mots du sport malien, du sport donc en général, pas du football, pas du basketball, du sport. On parle de problèmes de salaire, on parle de problèmes de primes, on parle de mauvaise gestion des infrastructures. C'est la mauvaise organisation, la mauvaise gouvernance. Les primes sont gérées par un arrêté interministériel entre le ministre en charge des sports et le ministre de l'économie et des finances. Et il est dit dans cet arrêté qui gagne quoi, à tel niveau de compétition. Quelle que soit la compétition ou bien les compétitions, les fédérations phares. C'est pas toutes les disciplines. Donc le football y est, le basket y est, les arts martiaux. Les arts martiaux y sont. Donc il y a certaines disciplines qui sont visées et certaines catégories, ce n'est pas également toutes les catégories, il faut le dire aussi. Toutes les catégories ne sont pas visées dans cet arrêté, qui est même en relecture aujourd'hui. Parce qu'une fois la loi adoptée, le décret d'application de cette loi, les arrêtés sont en relecture
pour voir, parce que le niveau a haussé. Pratiquement, l'État même ne respecte plus ces primes-là. Parce que le président de la fédération, il est content. Si c'est l'arrêté, c'est 500 000 francs qui est dans l'arrêté qu'on va payer, il est content, il va dire, bon, on va vous donner 1 million. On va vous donner 1 million, dans l'arrêté interministériel, c'est 500 000 qui sont visés. Les 500 000 là vont sortir d'où? Ce n'est pas le président qui va payer. Bon, il y a souvent beaucoup de choses dans ce moment-là. Vous avez parlé de mauvaise gestion des infrastructures. L'entretien des infrastructures coûte assez cher. Mais c'est un combat qui... Mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, ici, il y a compétition de football. Bokar qui est là, il a dit, on s'est connus depuis les années 94-95. Ils font partie des gens qui ont fait émerveiller le peuple malien en Cannes 95. J'étais directeur national adjoint des sports à l'époque. Vraiment, c'était merveilleux. Les infrastructures, aujourd'hui, le Malien, quand on fixe les prix d'entrée des spectacles sportifs, ça, on dit le billet est à 500 francs. Quand le billet est à 1000 francs, les gens crient que c'est trop cher. Mais c'est cet argent, une partie de cet argent qui va à l'entretien des infrastructures. Les supporters viennent voir, moi, directeur, et nous sommes 10, nous sommes 20, est-ce que vous pouvez nous faire rentrer? Mais ça doit se payer. Les infrastructures coûtent cher. Elles sont construites, c'est vrai, mais elles sont entretenues, ça demande des sous. Demandez les sous proviennent d'où? C'est les tarifs qui proviennent des spectacles que ces infrastructures la produisent, mais malheureusement, il n'y a pas d'argent à ce niveau. Et les spectateurs maliens, généralement, quand on prend les championnats nationaux, les stades sont vides. Malgré le bas prix, les stades sont vides. On va revenir justement sur les raisons qui expliquent justement le fait que ces stades soient vides. Est-ce que c'est parce que le football au niveau national n'est pas attractif? Mais M. Keita, on a vu que l'équipe nationale a dû délocaliser certaines de ses rencontres en 2021, si je ne dis pas de bêtises, lors des qualifications, parce que justement on n'avait plus de stade homologué pour disputer les compétitions CAF et même FIFA. Ça joue sur la performance des joueurs aussi, évoluer à l'extérieur, même si dans ce cas, ce n'était pas forcément le cas, puisque le Mali a gagné ses rencontres au Maroc. Ben écoutez, moi je pense que tout sportif, que ce soit dans le football ou dans d'autres sports, aimerait évoluer devant son public. Ça a ses avantages. Au niveau motivation, se retrouver devant ses amis, sa famille, son pays, ça te transcende encore plus. Mais aujourd'hui, le football est devenu plus professionnel. Donc, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, vous devez toujours performer. Exactement. C'est une question d'envie, de grinta, de cœur. Parce que quand tu représentes une nation, c'est pas toi, c'est un pays, c'est les drapeaux. Donc tu es obligé de te donner à 100%. Donc à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est pareil. Le coût de la politique nationale de développement du sport, DNPS, c'est devenu une loi de la République, le développement du sport. En 2017, lors du forum sur le financement du sport, il y a un coût qui a été dégagé pour la mise en œuvre du plan d'action 2016-2020, arrêtez-moi si je me trompe, un coût global de 97 milliards 515 millions de francs CFA, donc un peu plus de 97 milliards de francs CFA. Qu'en est-il aujourd'hui? Excusez-moi du terme, je pense que tous ceux qui nous suivent aujourd'hui sur ce plateau savent que la politique nationale du sport et son plan d'action ont été tout simplement mis dans le tiroir. Je n'ai pas peur de le dire. Ont été mis dans le tiroir. C'est vrai, nous avons fait des tentatives de recherche de financement. On a organisé un forum dans un hôtel de la place, que je vais taire le nom. Merci. Et qui nous a permis... Le 15 juin 2017, pour être précis. Pour être précis, j'étais même parmi les gens les présentateurs de la politique. Nous avons pu trouver certains sous. Mais ça n'a pas suivi. Parce que vous savez, une politique, dans sa mise en œuvre, ça doit être suivi. Et puis, pour la recherche de financement. Il est propriétaire de club aujourd'hui, il sait comment il fait vivre son club aujourd'hui. Il ne peut pas dormir. Tous les jours, il faut aller vers les gens. Surtout les gens qui ne sont pas habitués à mettre de l'argent dans le sport. Il faut aller vers eux, vers les entreprises, vers ceux qui se trouvent. Et aussi, même dans la politique, il est même dit qu'on doit même voir la diaspora malienne. Ce n'est pas seulement l'intérieur du Mali, même les Maliens qui vivent à l'extérieur. Il y a beaucoup qui ont des grands moyens, qui aimeraient aujourd'hui par le patriotisme. C'est pour cela que nous pouvons saisir sur la fibre patriotique aujourd'hui de Mali Croix. Pour sortir
ce plan d'action-là, le revisiter s'il le faut pour essayer de l'actualiser et frapper la fibre patriotique des Maliens pour qu'on essaye de trouver quelque chose dans ce financement-là. Malheureusement, le financement a fait défaut. On a toujours continué avec la routine, l'amateurisme, il faut le dire. J'ai un collègue, je voulais dire aujourd'hui, qui est décédé, Bokar Traoré, les collègues qui m'écoutent aujourd'hui. Le jour où le ministre de l'époque est descendu du Conseil des ministres, nous a annoncé qu'on vient d'adopter la politique sportive du Mali. Il a pleuré, il dit aujourd'hui je peux mourir en paix. Enfin, mon pays a une politique sportive et son plan d'action. Moi aujourd'hui je peux. Et un an après, il est parti à la retraite. Bokar Traoré, aujourd'hui malheureusement, il est décédé, perd son âme. Je le rappelle pour ceux qui m'écoutent aujourd'hui, qui nous voient. Il dit aujourd'hui, moi je peux aller tranquille, mon pays a une politique sportive. Et si nous qui avons souffert, qui avons traversé tout le Mali, de Kaï jusqu'à Kidal, les gens sont allés, les experts, pour rencontrer tous les Maliens. Et les Maliens nous ont dit, dans le cadre de nos enquêtes, vous venez nous fatiguer et puis vous allez mettre ça dans les tiroirs. C'est ça. Sinon, le coût est là. À l'époque, ça coûtait plus de 97 millions. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut revisiter parce que le plan d'action s'arrêtait en 2007-2020. C'est même caduc. Donc ça a besoin aujourd'hui d'être évalué, de ressortir. Le plan d'action, je dis bien, la politique est toujours là. C'est pour ceux qui m'écoutent, qui ont lu ce document-là. Et de justement, moi j'ai eu la chance d'y jeter un coup d'œil et on se rend compte que du point de vue structurel, du point de vue même, j'ai envie de dire, managérial, tout y est. Il ne manque absolument rien, il ne manque que l'application de ce qui est dans ce document. Ça se voit que c'est des personnes qui maîtrisent vraiment le domaine, qui ont pensé ce document et c'est aujourd'hui, pour reprendre votre expression, dans les tiroirs. Monsieur Keïta, à votre époque, il n'y avait pas de politique, en tout cas du point de vue de l'adoption d'une loi et tout ça. Mais malgré ça, il y a eu des résultats. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin forcément d'une politique pour avoir des résultats. C'est deux choses à part ou bien? Moi, je dirais que tout réside dans l'implication de l'équipe dirigeante qui est en place. Parce qu'en notre époque, tout à l'heure, vous parliez d'attraction. On n'avait pas un football aussi riche en argent que maintenant. Mais les dirigeants qui étaient en place à l'époque avaient privilégié quoi? Dans les clubs, on avait les clubs qui formaient des très bons jeunes. Les championnats avaient un super niveau. Il a parlé de problème des paiements des billets. À l'époque, ça n'existait pas parce que les gens, ils venaient au stade. Les stades étaient remplis, quelle que soit l'équipe qui jouait. Pourquoi? Parce qu'il y avait du beau football. Il y avait des gens, tellement le football était attrayant, il y avait des gens qui avaient de l'argent, ils venaient, ils mettaient leurs millions dans le foot. Tout ça se faisait sans programme. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Non. Aujourd'hui, les opérateurs économiques ne jouent plus assez leur rôle de façon générale? Non, ce n'est pas parce que il est difficile. Je ne suis pas à ce niveau d'entreprendre des démarcheurs auprès des opérateurs. Mais je sais que quand je suis dans les organisations, par exemple, de compétition internationale, souvent que j'ai dirigé au Mali, quand on va vers ces sponsors-là, quand ils viennent une fois, au moment du compte rendu, souvent, il n'y a pas assez de transparence souvent et ils ne reviennent plus. Ça aussi, c'est dangereux. On va suivre justement ce point de vue qui va nous permettre donc de comprendre un peu plus la sphère footballistique nationale. Comment expliquer ces difficultés financières des fédérations et des clubs, particulièrement dans le domaine du football, le sport, un sport qui continue de déchaîner les passions au Mali. Suivez ce point de vue de Makan Magasuba, expert en marketing sportif. En Afrique du Nord, il y a aujourd'hui une grande compréhension du marketing sportif. Donc les gens ont compris comment ça marche, les sociétés font l'effort, l'État a mis des structures et aussi des facilités d'imposition pour inciter les gens à investir dans le football. En Afrique subsaharienne, à contrario, c'est un peu plus compliqué. Aujourd'hui, si je prends le cas du Mali, quand on voit la Fédération malienne de football, ils n'ont que 3 sponsors aujourd'hui. Le sponsor phare qui est Orange, un télécom. Les télécoms sont quand même leaders en Afrique dans tout ce qui est sponsoring et marketing sportif. Et ils ont 2 autres sociétés locales avec des montants assez moyens, pour ne pas dire assez bas. Et donc,
je pense aussi que c'est une histoire de culture. Nous n'avons pas la culture du sponsoring. Aujourd'hui, si je prends l'exemple typique du Mali, nous avons plutôt la culture du mécénat. Les gens donnent de l'argent parce que le président de la fédération ou un membre de la fédération est un ami, un parent, on veut aider, mais ils n'arrivent pas à comprendre le tombé médiatique. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons assez de difficultés pour financer le sport en Afrique. La FIFA, c'est très connu, donne 1 500 000 $ à chaque fédération le même matin. C'est-à-dire que chaque fédération reçoit la même somme, 1 500 000 $ à travers le monde. Et cela est dû et conditionné au fait que l'argent qui a été donné en N-1 a été utilisé à bon escient, qui est vérifié par les commissaires de comptes et des audits. La Confédération africaine de football donne 250 000 $, ce qui fait un montant à peu près de 1 800 000 $ par là qui est donné par an. Ce 1 800 000 $, c'est une goutte d'eau dans un océan pour gérer un football. Quand je prends l'exemple du Mali aujourd'hui, la Fédération malienne de football finance le championnat. C'est elle qui paye les arbitres, c'est elle qui paye les déplacements. J'en sais quelque chose parce que je fais partie de ceux qui ont contribué à la négociation avec la Fédération d'Arabie Saoudite de football, la SAF, pour aider la Fédération malienne en leur offrant 2 bus qui leur permettent aujourd'hui de pouvoir transporter les équipes et diminuer un peu leurs charges opérationnelles pour le transport. Donc quand vous prenez toutes ces dépenses-là qui sont là et que vous regardez le montant, il ne reste plus grand-chose. Si vous voyez, le football féminin dans nos pays, en Afrique subsaharienne, est délaissé parce qu'il n'y a pas de subvention pour cela. Monsieur Keita, vous qui avez été joueur, vous êtes aujourd'hui donc dirigeant d'un club, d'une académie qui évolue, je le rappelle, actuellement en Ligue 2 à Koulikoro. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit par Monsieur Magasuba et quelle place le marketing sportif occupe dans vos activités? Mais écoutez, tout ce que Makan vient de dire, c'est la triste réalité de notre football, parce que quand tu regardes dans d'autres pays, avec ces subventions-là, ils arrivent quand même à avoir d'autres renforts pour renforcer leur budget. Mais ça, c'est, comme je l'ai dit tout de suite, ça c'est le sérieux, c'est l'engagement de la fédération à faire un programme qui puisse être défendu par son ministère, qui peut entraîner ça. Par exemple, au Cameroun, c'est tout ce que l'État injecte dans le budget pour les équipes. Les équipes ont plus de 40 millions de francs CFA. Mais on fait quoi? On les oblige à rendre compte sur l'utilisation de cet argent-là. On les oblige à faire en sorte que cet argent serve à gérer les joueurs, à les mettre dans les situations optimales pour que les championnats, les joueurs puissent être performants. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a ces genres de programmes ici au Mali? Est-ce que nos différentes fédérations arrivent à mettre en place ça? Je pense que non, tout le monde le sait. Donc il faut qu'on sorte de ce travail de hasard. Franchement, que tous ceux qui viennent dans les différentes fédérations soient capables d'apporter un programme qui puisse aider les ministères. Je dis bien aider le ministère, parce que le ministère, il ne peut pas tout faire. Le ministère, il est aidé par les différentes fédérations. Donc si une fédération, un dirigeant de fédération n'est pas capable d'aider le ministère à prendre soin de sa fédération, de son sport, je ne vois pas ce que la personne a fait là. Tout à l'heure, Makan Magasuba parlait de l'argent que la FIFA et même la CAF, donc les deux structures, mettent à la disposition de la FEMAFOOT par an. La FIFA met à la disposition de la FEMAFOOT par an un peu plus de 896 millions de francs CFA et la CAF un peu plus de 150 millions de francs CFA. Mais il précise que ce n'est pas suffisant, sachant que c'est la FEMAFOOT, pour parler du football et donc du financement des clubs, notamment le championnat, c'est la FEMAFOOT qui accompagne ces clubs-là. Monsieur Magasuba parle également, il dit que le problème, c'est la culture. On n'a pas la culture, pour reprendre ses propos, la culture du sponsoring au Mali. Je vais vous donner la parole juste après cette infographie qu'on va voir, qui va nous permettre un peu de voir que le football, c'est une affaire de business, une affaire d'abord de sous,
notamment quand une équipe se qualifie donc déjà pour une compétition, mieux quand elle avance dans cette compétition. Et je fais allusion là à la Coupe d'Afrique des Nations, par exemple, en prenant celle de 2022, les primes, en prenant juste à partir des 8 équipes qualifiées donc, pour le second tour, donc à partir des quarts de finale. Les équipes qui s'arrêtaient en quart de finale avaient 675 millions de francs CFA. Les équipes qui s'étaient qualifiées pour les demi-finales avaient un peu plus d'1 milliard de francs CFA. Celle qui était qui avait obtenu l'équipe qui avait obtenu la 3e place gagnait un peu plus de 1 milliard 400 millions de francs CFA. L'équipe finaliste, donc championne, gagnait 2 milliards 900 millions de francs CFA. L'équipe finaliste était à 1 milliard 800 millions de francs CFA. C'est pour dire que quand on a un bon parcours en Coupe d'Afrique, l'argent que l'État éjecte pour les préparations et tout, il y a un retour sur investissement, sachant qu'une équipe qualifiée en compétition reçoit déjà des primes, c'est ça? À chaque étape, il y a un bonus, un grand bonus, qui permet à la fédération d'aider un peu plus l'État dans les dépenses. Comme il vient de le dire tout à l'heure dans une de ces exemples, il a dit il y a des fois où le budget est voté, le président de la Fédé, quand il est content, il peut dire ok, au lieu de 500 000 de primes, je donne 1 million. Donc cet argent-là, normalement, il doit sortir de là. Donc il y a une caisse, il y a déjà un peu, j'allais dire, il y a quelques fonds, donc on peut se permettre de dépasser la limite qui a été homologuée, imposée avant. On ne va pas se mentir. À la fédération, Makan, il a dit tout à l'heure, il était là lors d'une négociation avec l'équipe nationale. Et des fois, dans les partenariats, on a des pays partenaires qui injectent de l'argent dans les caisses de la fédération. Pour quel intérêt? Pour une coopération. Voilà. Ça a été le cas de l'Arabie Saoudite, comme pour reprendre les propos de M. Magasuba, qui a donné 2 bus à l'équipe nationale, des bus d'ailleurs qui sont toujours utilisés pour le déplacement des joueurs. Souvent, ça arrive dans le cadre de, par exemple, on doit aller faire l'Arabie Saoudite demande un match amical avec le Mali. Le Mali va jouer contre eux, c'est un match amical international. Donc, ce qui fait que voilà, on a joué contre eux, c'était un bon match, et ça leur plaît aussi, eux, dans le développement de leur football, d'amener souvent des jeunes Maliens dans leur championnat. Parce qu'on sait tous que le Mali regorge de talent. Donc, en fait, j'ai envie de m'étendre un peu plus là-dessus pendant au moins 2 minutes, 3 minutes, pour que vous compreniez l'évolution de la chose. En termes de rentrée d'argent, pourquoi j'insiste sur la formation de base? Un club aujourd'hui, quand vous dites que est-ce qu'un club est capable d'être professionnel, moi je dirais oui. Pourquoi? Un club, quand tu privilégies la formation de base dans le football d'aujourd'hui, tu sors des très bons jeunes, tu arrives à placer quelques joueurs. Un joueur placé une saison dans un club, c'est une grosse rentrée d'argent. Et cet argent qui arrive, les clubs, ils doivent l'utiliser de façon à mieux structurer les installations de son club. Donc cet argent, ça peut aider. En fait, plus tu as des rentrées d'argent, plus tu structures ton club, plus tu as des moyens de former encore plus de joueurs. Et mettre ceux qui évoluent ici dans le championnat national, de les mettre dans des situations optimales pour pouvoir avoir une bonne équipe dans le championnat local. Et ça aussi, ça amène de l'attraction. Donc si tu as des clubs qui privilégient la formation de base, qui arrivent à placer des joueurs, qui mettent leurs joueurs dans les bonnes conditions, dans le championnat, forcément, tu as des bons joueurs. Même si tu en place à l'étranger, tu as toujours des remplaçants parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent d'en bas, qui sont bien formés. Donc, en fait, avec ça, dans les différents clubs, moi, je pense que la fédération, elle est gagnante aussi parce que les clubs, elles sont dans les situations de former des joueurs et de les faire sortir. Ce qui fait que la fédération, elle aura forcément le choix de bons joueurs à l'étranger. Donc une fédération qui a des très bons joueurs à l'étranger, c'est une fédération qui arrive à sortir une bonne équipe. Une fédération qui a une très bonne équipe, mais forcément, tu seras appelé à aller jouer des matchs amicaux dans plein de pays, comme le Sénégal, au Brésil, tout ça là. Mais quand ils vont là-bas, au niveau visibilité, ça rapporte beaucoup d'argent. Parce que le sponsor qui est en place, il est obligé de casquer plus parce qu'il a de la visibilité. Et nous, aujourd'hui, est-ce qu'on a ce sponsoring-là? Est-ce qu'on a un sponsor qui est capable de prendre vraiment l'équipe nationale de façon pérenne? Parce que, en fait, si vous voulez,
Pour illustrer vos propos, M. Keita, pardon de vous couper 2 secondes, on va voir cette infographie qui va illustrer parfaitement ce que vous venez de dire en partant de la dernière Coupe du Monde. Donc, les fonds alloués aux clubs dont les joueurs ont participé au mondial. Ces clubs qui ont eu des joueurs au dernier mondial de football se sont partagés selon la durée, donc le nombre de jours que ces joueurs ont fait en Coupe du Monde au Qatar, se sont partagés 118 milliards de francs CFA. Le Mali n'était pas au mondial. Le Mali n'avait donc pas de joueurs au mondial, même des joueurs étrangers. Par exemple, je dis une bêtise peut-être, un joueur sénégalais qui évoluait peut-être dans un club malien, qui a été sélectionné. Donc le Mali n'a pas bénéficié de ça. Donc ça remonte aussi, ça montre l'importance de la formation des clubs, l'importance de la qualification, d'une qualification dans une compétition mondiale comme celle de la FIFA. Oui, il a dit que c'est sous forme de palier. Les compétitions sont organisées sous forme de palier. Et ce que les gens apportent selon moi, c'est par rapport à la... C'est une vision. Il a dit, toi tu as un public de 1000 personnes, celui-là a un public de 10 000 personnes, celui-là a un public de 100 000, mais je préfère donner là où il y a 100 000. C'est cela, c'est un problème de vision, de visibilité. C'est pour cela que les gens se battent pour se qualifier à la CAN. Une fois arrivé à la CAN, donc j'ai déjà franchi un palier. À ce niveau déjà, donc je suis sollicité par les pays étrangers et chaque sortie également, ça nous amène de l'argent. Mais cet argent, c'est un professionnel du secteur qui en parle. Ce que les fédérations gagnent par rapport à cela, est-ce qu'il y a un compte rendu fidèle entre l'État et ces fédérations? Souvent, il y a un manque de transparence. Souvent, il y a des jeux de cache-cache à ce niveau. Tout n'est pas transparent. Donc, il est à chaque fois que l'on participe à une compétition et qu'on passe un palier, la CAN, ce n'est pas la même chose. Et la Coupe du Monde, c'est autre chose. C'est pour cela que les gens, chaque fois, se battent pour être vus à ce niveau-là. Vous parlez de la Coupe du Monde. Je vous invite à regarder cette infographie sur les primes de participation des sélections africaines. Donc, les sélections qui ont participé à la dernière Coupe du Monde au Qatar en 2022. Rien pour leur qualification, ces sélections ont reçu 7 milliards 800 millions de francs CFA par sélection. Je rappelle que la prime de victoire pour le champion d'Afrique, c'est de 2 milliards et quelques. Mais pour une participation en Coupe du Monde, c'est plus de 3 fois et plus. Donc, pour une qualification. Voilà. C'est dire, pour revenir sur ça, le Mali est passé à un cheveu, on va le dire comme ça, d'une qualification historique au mondial. Je vais dire la chose qui fâche. Le Mali pouvait facilement se qualifier contre la Tunisie. Alors, je rappelle rapidement le score. Match aller, le Mali perd à domicile contre la Tunisie. But contre son camp du jeune Mohamed Sissako, qui était titulaire, qui a pris un carton rouge quelques minutes après en première période. On part en Tunisie. En Tunisie, on fait un match nul. Le Mali n'a pas été mauvais sur les 2 rencontres, l'ensemble des 2 rencontres. Pas du tout. Mais on n'était pas à notre vrai niveau. Vous venez de prendre un exemple sur le petit. C'était une erreur bête. Mais quand tu prends vraiment le contexte avant le match, c'est logique. Mais ça, il faut vraiment avoir joué au foot ou être du milieu pour le savoir. Pourquoi? Vous savez, la veille de ces matchs-là, vous avez vu tous les allers-retours qu'il y a eu à Kabbalah autour des joueurs. Un footballeur, ça se protège aussi. Le football, ce n'est pas du populisme. Je suis désolé. Un dirigeant de football, surtout un dirigeant qui a la tâche de veiller sur les joueurs de l'équipe nationale, il doit penser à tous ces aspects professionnels. Tu as un balai administratif qui fait des allers-retours auprès des joueurs pendant presque une semaine ou je sais pas, plus d'une semaine. Chaque fois, il y a quelqu'un qui arrive. Chaque fois, il y a quelqu'un qui arrive. Tu as des joueurs qui sont en préparation d'un match. À chaque fois qu'il y a un officiel qui arrive, les joueurs ils sont obligés de sortir et d'aller recevoir cet officiel-là. Ça sort un joueur déjà du match. Ça amène de la pression malsaine. Tous ces gens qui viennent là, il faut gagner le match, ce match il est important, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Moi, en tant qu'entraîneur, ces jours-là, le président, il m'aurait sûrement viré, mais tous ces gens-là, ils ne seraient pas venus voir mes joueurs. Pendant cette semaine-là, j'aurais fait un huis clos.
Parce que ces matchs-là, ça devait être le match de la vie de ces joueurs-là. Parce que ces matchs-là, ces 2 matchs, ça devait rentrer dans l'histoire du football malien. Et il y a ces aspects-là qui n'ont pas été... qu'on ne pouvait pas voir parce que, voilà, il n'y avait pas... Nous arrivons quasiment à la fin de cette première partie. Pour le mot de la fin, Monsieur Keita, à votre avis, en tant qu'ancien footballeur, en tant que professionnel, quelqu'un qui a évolué au plus haut niveau, qui est aujourd'hui responsable d'une structure sportive, qu'est-ce que vous suggérez justement par rapport à cette problématique du financement du sport, particulièrement dans votre domaine? Moi, dans mon domaine, je demanderais au président de ma fédération d'être plus professionnel, de prendre le temps de faire un programme de financement, déjà de son côté, en sortant un programme que le ministère peut défendre auprès de l'État. Ces différents programmes peuvent reposer sur le sponsoring. Sortir un budget, il faut telle somme à mes équipes de Ligue 1 pour performer. Il faut telle somme aux clubs de Ligue 2 pour performer, pour que ces clubs-là puissent privilégier la formation de base. Quand la formation de base, elle est privilégiée, le football du pays, il est pérennisé en fait. Déjà, ici, les gamins, ils sont forts dans la rue. Et si on met en place des structures, des moyens, même si ce n'est pas des structures forcément, mais des moyens financiers aux clubs de Ligue 1 qui ont déjà des stades, qui ont déjà des terrains qui peuvent gazonner, former les jeunes, chercher des bons encadreurs pour les former, il n'y a aucune raison qu'en haut, tout en haut, ça n'aille pas. C'est pas possible. Parce que quand un championnat marche, quand un championnat est attractif, quand il y a de la visibilité dans un championnat, l'argent rentre naturellement. En plus de ce que l'État, comme il l'a dit, l'État peut voir certaines structures qui sont capables d'injecter des millions. Il y en a plein ici au Mali. Mais tout ça dépend du programme que le président de ma fédération aurait amené au ministère, qui verrait que c'est vraiment un programme qui mérite d'être soutenu. Exactement. Merci Boubacar Keita. Je rappelle que vous êtes ancien international. Vous avez évolué au poste de gardien de but, notamment avec les équipes nationales, que ce soit des petites catégories ou même seniors. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui le président de l'Académie sportive du Mandé, qui évolue en Ligue 2, dans la Ligue de Koulikoro. Vous êtes également entraîneur. Vous avez été agent de joueurs. Merci. Nous marquons une courte pause. On se retrouve dans une poignée de secondes. Bonsoir et merci de nous être fidèles. Notre débat porte sur le financement du sport. Je suis toujours en compagnie de notre invité principal, Cheikh Konaté, directeur général de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur Konaté, d'être resté sur le plateau. Un autre invité nous a rejoint. Il s'agit de Rafa Sidibé. Il a été donc international malien. Donc vous avez évolué au poste d'avant-centre. Vous avez évolué également dans le club de l'AS Djoliba, du stade malien de Bamako. Vous êtes le président du mouvement sportif, du mouvement pour la sauvegarde et la promotion de la pratique du sport au Mali. Vous êtes également le président de la commission d'organisation de la Fédération malienne de Tekball. C'est quoi la Fédération malienne de Tekball? En fait, le Tekball, c'est une discipline, on peut dire une nouvelle discipline au Mali, qui prend de l'ampleur d'ailleurs dans le monde entier. En fait, c'est une jeune fédération. Donc, je suis le président de la commission d'arbitrage et d'organisation des compétitions. Donc là, cela fait déjà, je crois, 3 ans, 4 ans donc, que cette fédération a vu le jour au Mali. Alors, on a vu tout à l'heure, lors de la première partie de l'émission, que même des fédérations classiques, ce que j'appelle fédérations classiques, ce sont des fédérations qui, vraiment, il y a tout un engouement autour. Je pense à la FEMAFoot, je pense même à la Fédération malienne de basketball, qui ont des difficultés financières. J'imagine qu'une fédération comme la vôtre, Tekball, c'est encore plus compliqué. Très compliqué. Ces derniers temps, les compétitions auxquelles nous avons pris part, franchement, été beaucoup financées, surtout par le Comité national olympique, d'ailleurs que je salue de passage ici, qui nous a vraiment aidés. Sinon,
Pour l'instant, nous, on ne bénéficie pas grand-chose de l'État. En fait, là, c'est une jeune fédération, comme on le dit. Même les grands ont du mal à être accompagnés. Mais je crois bien qu'au fil du temps, dans les jours à venir, on sera aussi considéré. Alors, en parlant de fédération toujours, arrêtons-nous, donc on va longuement parler, je vous l'avais dit, du football. On va parler des primes qui ont été donc remises aux équipes, aux 16 meilleures équipes en Coupe du Monde. On va commencer par les huitièmes de finale. Les équipes qui s'étaient arrêtées en huitièmes de finale ont eu 7 milliards 700 millions de francs CFA. Celles qui se sont arrêtées en quart de finale ont eu 10 milliards de francs CFA. Celles qui se sont arrêtées en demi-finale, notamment l'équipe quatrième, a eu 14 milliards 800 millions de francs CFA. L'équipe troisième, médaille de bronze, a eu 15 milliards 900 millions de francs CFA. L'équipe finaliste, donc l'équipe vice-championne du monde, a eu 17 milliards 800 millions de francs CFA. Et l'équipe championne du monde, donc l'Argentine, a eu 24 milliards 800 millions de francs CFA. On ne va pas trop rêver. Je ne vais pas vous demander si le Mali avait eu un parcours aussi glorieux en Coupe du Monde comme le parcours du Maroc. Le Maroc qui a terminé à la 4e place du dernier mondial, donc qui a eu un peu plus de 14 milliards 800 millions de francs CFA. C'est une qualification en Coupe du Monde, encore une fois, c'est des rentrées de fonds, des fonds qui peuvent servir vraiment à booster davantage le football national. Oui, évident, parce que vous savez, il faut diversifier les sources de financement. La diversification des sources de financement rentre dans le cadre vraiment du renforcement des capacités de mobilisation. Parce que l'État est le seul pourvoyeur, je peux dire, pas seul, mais le principal pourvoyeur des fédérations sportives au Mali. Il vient de parler du comité olympique à côté, qui aussi contribue de façon significative dans le cadre également du financement de certaines activités. Maintenant, si les fédérations elles-mêmes, de par leur performance, parce que c'est la performance qui attire les sponsors, c'est la performance qui attire également, tantôt l'autre là, Marasso a parlé de mécénat. Le mécène, c'est quelqu'un qui vient derrière, pas forcément, comment dirais-je, autre chose. Mais je pense que cette diversification de sources de financement va dans le cadre du renforcement des capacités de la fédération elle-même. Dans le cadre de la formation, parce que la formation est l'une des bases, il faut le dire, parce que tant qu'il n'y a pas de formation, c'est la formation qui injecte la qualité. Parce que c'est de par la qualité que le sport, quelconque, que ce soit football ou autre chose, peut se développer. Pourquoi faut-il développer le sport? On va voir justement le poids de l'industrie du sport dans le monde en 2019. Ce poids, il est énorme, j'ai envie de dire. Plus de 787 milliards de francs CFA, le poids du sport en 2019, donc bien avant la crise de Covid-19, soit 2% du PIB, du produit intérieur brut mondial, c'est le poids du sport. Je n'ose même pas vous demander quel est le poids du sport au Mali du point de vue économique, donc dans le PIB, parce que, vous l'avez dit, il y a d'énormes difficultés liées donc au financement. On va voir notre cas d'école qui va nous amener à parler des mécènes, si les mécènes sont une solution pour le football ou pour le sport malien ou pas. Mais en tout cas, ils ont déjà, ces mécènes, apporté leur soutien dans de nombreuses fédérations et dans de nombreuses disciplines, notamment le football, à travers la sous-région. Suivant. Le football reste le sport roi dans de nombreux pays d'Afrique. Mais en dehors de l'Afrique du Sud et des pays du Maghreb tels que le Maroc, l'Égypte, la Tunisie ou encore l'Algérie, rares sont les pays où il est économiquement à la hauteur des passions suscitées. En Afrique subsaharienne, de nombreux clubs manquent de moyens leur permettant de rivaliser pleinement avec les clubs d'Afrique du Nord. Pour inverser la tendance, la plupart comptent sur le mécénat. En Côte d'Ivoire, pour se développer, l'AS Tanda a dû compter sur l'apport financier de l'homme d'affaires Sévère Kouabena Yabouaé. C'est le cas du COE Sport de San Pedro qui a également bénéficié d'un financement d'Eugène Diomandé.
En Guinée, Antonio Souaré, le richissime homme d'affaires propriétaire de la principale société de paris sportifs Guinée Games et du groupe de communication Business Marketing Group, a beaucoup investi ces dernières années dans son club de football, Horoya Athletic Club. Son club de première division disposait en 2016 d'un budget de plus de 2,960 millions de francs CFA. Dans le même temps, cet opérateur économique a construit un centre sportif à Yorokogia, à 40 km au nord de Conakry, qui compte 4 terrains d'entraînement aux normes FIFA, ainsi qu'un complexe de loisirs haut de gamme destiné à accueillir des équipes en stage. Selon certaines indiscrétions, le Guinéen Antonio Souaré s'est inspiré du businessman et homme politique congolais Moïse Katumbi, qui depuis 1997 est le propriétaire du club tout-puissant Mazembe en République démocratique du Congo. L'ancien gouverneur du Katanga, l'une des provinces les plus riches de la RDC, a vu son équipe remporter la Ligue des champions de la CAF 3 fois sous sa direction. Moïse Katumbi a construit un stade de 19 000 places à Lubumbashi dans sa province. Cette infrastructure moderne a été inaugurée en 2011. Un an plus tard, l'homme d'affaires a inauguré son centre de formation, la Katumbi Football Academy, ainsi qu'un lieu de retraite pour les joueurs. Les joueurs du TP Mazembe étaient tellement bien payés que certains ont refusé des contrats de clubs européens. Tellement bien payés qu'ils ont refusé des contrats en Europe. C'est inimaginable quand on sait que tous les footballeurs, pour ne parler que du foot, et même si on parle du basketball, rêveraient de jouer dans des grands clubs en Europe notamment. Ouais, ben là, c'est un peu ça qui manque ici, parce que, par exemple, le tout-puissant Mazembe, je connaissais des joueurs qui étaient côtoyés par beaucoup de clubs en Europe, tels que Trésor Mputu. Trésor Mputu qui était dans la star. Que ce soit Arsenal, que ce soit le club français, mais il avait refusé. Pourquoi? Mais il gagnait là-bas. Parce qu'il y a une différence entre nous. Eux, chez eux, le football, que ce soit le foot, le sport, c'est une profession. C'est ça qui manque ici. Au Mali, ici, le football, c'est un loisir. Tant qu'on ne sort pas de là, mon cher, là, je crois bien qu'on ne peut pas évoluer. Alors justement, à votre avis, qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que on quitte un peu de la phase, pour reprendre votre expression, la phase amateur, pour arriver un peu à la professionnalisation justement du sport en général, particulièrement de votre domaine, le football? On en parle depuis des années, de professionnaliser le football, d'avoir un championnat professionnel. Mais on dit qu'il y a toujours des joueurs qui sont payés en monnaie de singe. Pour ceux qui sont bien payés, d'autres ne sont même pas payés. Alors comment on finit avec tout ça? L'état d'esprit, la prise de conscience, mon cher. Parce que là, il va falloir d'abord qu'on ait conscience que le foot, c'est une profession, qu'on doit vivre de ça. Et surtout, on est à une époque que cela ne doit pas être encore considéré comme un loisir ou un passe-temps ou à la recherche de la santé, au fait. Ouais, quand on compare, ici, le Mali, par exemple, par rapport le Mali au Sénégal. Récemment, le Sénégal, maintenant, c'est un championnat professionnel. La Côte d'Ivoire, c'est un championnat professionnel. Et je crois bien que même pour attirer les gens qui viennent vous aider, les sponsors et autres, il va falloir que toi-même, tu deviens sérieux. Que toi-même, tu revois ton organisation. Parce qu'il faut reconnaître qu'on est très mal organisé ici. Et il y a un manque de confiance aussi qui s'est installé entre les différentes associations, les différentes fédérations et l'État même. Donc ça complexifie les choses, c'est ce que vous voulez dire. Monsieur Konaté, je vous donne la parole juste après ce deuxième point de vue qu'on va suivre. Et c'est toujours Makan Magasuba qui parle un peu plus des pistes de solutions en parlant du football en particulier. Suivant. Quand vous prenez le Mali, aujourd'hui, l'État, dans la conception même de l'État jacobin, au Mali ici, pour pouvoir te payer, il faut que tu aies un service fait. Si tu n'as pas de service fait, on ne peut pas te payer. Donc, on ne peut pas prendre l'argent avant le match pour donner aux joueurs. Donc, quand les joueurs jouent, les primes sont connues. Je crois que c'est 2 millions de primes par joueur en cas de match gagné. La difficulté est qu'il faut faire le circuit
de l'administration. Circuit qui prend souvent beaucoup de temps dans les signatures. Donc souvent, ils jouent 2 matchs et ils n'ont pas d'argent. L'argent n'a pas été payé. Donc ça amène des bouderies, ça amène une mauvaise ambiance. Donc une solution a été proposée à cela. Je me rappelle, j'ai eu cette discussion avec le président de la Fédération malienne il y a quelques années qui avait proposé une solution à l'État. Malheureusement, l'État n'a pas donné suite. J'espère que maintenant, peut-être qu'il y a eu un changement ministériel et que peut-être que ça va pousser dans ce sens-là. Il avait dit aujourd'hui, nous avons des banques locales. La banque, il y a l'une des plus grosses banques au Mali aujourd'hui qui est une banque étatique. C'est possible de négocier avec eux qu'ils mettent une ligne de crédit. On peut faire facilement le calcul, savoir que les primes sportives, c'est à peu près 3 milliards par an. Demander à la banque de faire une mise à disposition, c'est-à-dire un découvert de 3 milliards. Donc quand les matchs ont joué, le ministre fait juste une demande et on demande pour la transparence, tous les joueurs devront avoir un compte bancaire là-bas. Pour la banque, c'est même excellent parce que ça leur fait des flux et une banque, c'est pas que des opérations financières. Derrière, ils ont des produits aussi. Ils peuvent proposer aux joueurs d'acheter des terrains, d'investir dans leurs projets immobiliers, de faire des dépôts à terme. Donc la banque est gagnante. Et derrière, quand on paye les joueurs sur leur compte bancaire, dès que l'argent est disponible au trésor, l'argent est versé dans ce compte-là et il ne restera que des agios à payer qui peut être supporté une partie par l'État et une partie par la fédération en question. Aujourd'hui, au Gabon, c'est moi qui gère tous les matchs amicaux du Gabon hors d'Afrique. Mais je vois les moyens que l'État dégage et quand je les compare aux moyens du Mali, je me dis qu'on ne peut pas gagner la CAN. J'entends beaucoup de mes amis me dire que non, la CAN en Côte d'Ivoire, on va gagner. Je leur dis non. Comment vous allez gagner une CAN? Vous avez un entraîneur qui a des mois de salaire impayés. Vous avez un ancien entraîneur qui a des mois de salaire impayés. Vous avez des joueurs qui n'ont pas reçu leur prime de match. Donc, pour gagner, c'est un tout. Je donne souvent l'exemple de l'Algérie. L'Algérie, je me rappelle, à la CAN Guinée équatoriale en 2015, l'Algérie est arrivée avec une délégation de 65 personnes. Vous savez, dans les 65 personnes, ils avaient 7 gardes du corps. Ils avaient un pâtissier, un chef cuisinier, un imam. Tout était fait pour les mettre dans les conditions. Le Maroc, même chose. Donc derrière, vous voyez que ce sont les pays qui sont régulièrement en Coupe du Monde parce que l'État met les dispositions, prend les dispositions, met les vols spéciaux, travaille en franche collaboration avec les fédérations sportives et derrière, le succès est là. En mon sens, les États doivent s'impliquer pour aider les fédérations sportives à avoir plus de partenaires, par exemple en travaillant sur la fiscalité. C'est quelque chose que j'ai vu au Burkina Faso. L'État a permis aux entreprises qui financent le sport d'avoir des rabais et des facilités fiscales, ce qui les incite plus à investir. Donc je pense que nous devons aller sur ce schéma-là. Messieurs, après cette intervention, j'ai juste envie de vous demander, un découvert bancaire va permettre justement de régler cette question des primes, que ce soit au niveau du basket, que ce soit au niveau du foot. On se souvient que les basketteurs, on en a parlé dans le reportage, ont refusé de participer à 2 rencontres au Rwanda il y a tout juste 1 an. Quand on parle d'équipe nationale, c'est une souveraineté de l'État. Les équipes nationales, que ce soit les entraîneurs nationaux, sont payés par l'État. Les primes, c'est l'État. Donc là, que ce soit ces joueurs ou ces équipes représentent le Mali. On ne parle pas de fédération malienne de football ni de basket à l'étranger, à l'international. On parle du Mali. Dites-moi, est-ce qu'il y a un seul ministre ou un seul travailleur dans un ministère qui a un salaire impayé, qui a 2 mois? Non. Moi, je connais des entraîneurs ici qui ont 2 ans sans salaire. Là, moi, je pense que ça, c'est de la mauvaise volonté. Donc, c'est de nature à jouer sur la motivation de voilà. Donc là, je crois bien que ça, c'est aussi, quelque part, c'est de la mauvaise volonté. Et surtout, disons-nous un peu la vérité, parce que les gens qui, peut-être, qui gèrent ces ministères, par exemple, le ministère des Sports, là, je crois bien qu'il faut confier ces ministères à quelqu'un qui a l'amour du sport, à quelqu'un qui connaît le sport. Je pense que le problème, il est très complexe. Hein. Il faut se le dire. Nous sommes dans un état, bien sûr, vous avez parlé de priorité, qui est essentiel dans le cadre de déboursement des sous. L'État du Mali agit selon ses moyens. Mais je dis, tout est question d'organisation. Une compétition se prépare. Une compétition se prépare et on sait que par rapport à chaque État, moi j'ai parlé de l'existence d'un arrêté. Il y a un texte du Mali qui est là, qui fixe les primes selon les étapes de compétition, qui doit gagner quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, ce texte il est appliqué à la lettre? La question que je me pose.
Je pense qu'on s'est éloigné de cela. Il faut éviter le pilotage à vue. Il faut éviter de gérer selon l'humeur. Il faut éviter de gérer, de continuer à gérer de façon comme de l'amateurisme. Je sais qu'aujourd'hui, ce texte-là, il est en relecture par rapport au paiement des primes allouées aux sportifs. En relecture dans le cadre de l'augmentation, je sais. Il y a beaucoup d'autres avantages qui ne sont pas pécuniaires. Parce que tous les avantages ne sont pas seulement ce qu'on appelle gagner de l'argent, l'affaire d'argent. Ailleurs, on a vu qu'on a donné des terrains, des maisons à des sportifs qui se sont bien distingués. Il y a beaucoup d'avantages, même de promotion pour les fonctionnaires qui sont dedans. Et puis, il faut que l'on fasse attention par rapport au paiement de salaire des entraîneurs au Ghana. Il y a deux types d'entraîneurs au Mali. Il y a des entraîneurs fonctionnaires qui sont fonctionnaires de l'État et qui veulent également un contrat avec ce même État. Je ne dis pas que ce n'est pas normal, mais il faut que ce soit géré de façon juridique, que l'on voit l'écart qui existe entre son salaire de base et ce qu'il doit avoir comme prime d'entraîneur. Il faut faire un choix. Soit tu prends une disponibilité pendant l'État, tu te mets au service de la fédération et comme ça tu signes un contrat dans ce sens-là. Il y a ce type d'entraîneurs qui sont là, qui réclament aujourd'hui des arriérés de salaire. Parce que souvent certains contrats ne sont pas signés parce qu'il y a des litiges par rapport à cela. Le deuxième type d'entraîneurs qui existe, c'est les entraîneurs professionnels. Je n'en disconviens pas. Il y a des démarches dans le cadre de la signature d'un contrat. Le contrat, c'est entre la fédération et l'entraîneur. Mais il y a des phases. D'abord que ce contrat doit être approuvé par l'État qui paraphe et ensuite c'est signé par la fédération et le truc. C'est en ce moment seulement les procédures sont engagées. Je sais aujourd'hui, il a parlé tout à l'heure des procédures administratives dans le cadre de l'engagement pour avoir les sous de l'État. Il y a des démarches, les démarches ne sont pas les mêmes par rapport aux États. Le Mali a son système fiscal qui existe. Dans le cadre de là, peut-être il peut y avoir des souplesses dans ce cadre-là. Mais je doute fort que l'État va aller prendre ce qu'on appelle, ce qu'il a appelé des découverts auprès d'une banque de la place, que ne serait-ce que pour le paiement des primes. Je ne suis pas financier, malheureusement. C'est compliqué à votre avis. Voilà, c'est compliqué à mon avis, par rapport à ce qu'il demande, de prendre des découverts par rapport seulement au paiement des primes. Bon, lui parle d'anticiper en fait, pour éviter qu'un joueur en compétition... Je vous dis aujourd'hui, comme je vous le dis, l'État fait beaucoup d'efforts. Il y a certaines compétitions où souvent, même si souvent c'est difficile, où l'État se déplace avec de l'argent. Pendant des phases finales, l'État se déplace souvent avec de l'argent sur place pour payer jusqu'à un certain niveau, parce que c'est de la liquidité. Les gens veulent aujourd'hui de la liquidité. Il a parlé du système bancaire. C'est la liquidité au Mali. Les gens sont payés en liquide. L'État se place souvent avec des centaines de millions hors même du Mali, hors de l'Afrique, pour payer les primes sur place. Parce que souvent, les joueurs disent qu'on ne rentre pas sans qu'on n'ait pas nos primes. Souvent, l'État fait des efforts pour payer cela. Mais il y a aussi certains gens qui disent qu'il faut attendre qu'on rentre. Et puis, je vous dis, le budget que l'État inscrit au compte du département des sports, ce budget, vers la fin de l'année, peut être doublé ou triplé par rapport à ça. Tout à l'heure, le jeune Keita a parlé de formation à la base. Mais qu'est-ce que l'État met aujourd'hui dans la formation? Quand je prends mon institut, qui forme les cadres aujourd'hui, c'est plus d'un budget de plus de 700 millions par an que l'État met pour la formation des cadres. Des cadres sportifs qui vont dans le cadre de l'encadrement des sportifs du Mali. Bon, tout ça, c'est un investissement à côté. Ça fait partie du financement. Mais directeur Konaté, cet investissement, quand quelques années plus tard, ces cadres sont formés, ils commencent à entraîner et ils restent des mois sans leur salaire, est-ce que vous ne pensez pas que vous faites votre travail, mais quelque part, ce travail est, entre guillemets, mal embarqué? Je vous ai parlé de deux catégories d'entraîneurs. Moi, je parle surtout de la deuxième catégorie que vous avez évoquée, la deuxième catégorie d'entraîneurs, qui sont des entraîneurs qui ont signé des contrats qui ne sont pas fonctionnaires, ne sont pas nombreux. Ne sont pas nombreux et qui ne sont pas des fonctionnaires de l'État, mais qui sont tout simplement entraîneurs, ils ont signé un contrat avec l'État là, ils ne sont pas nombreux. C'est vrai, il y a des retards par rapport à cela.
Mais je pense que l'État est en train de faire, pour ceux que nous connaissons, de sortir d'une crise profonde. On n'est même pas sorti, excusez-moi du terme. Hein, je ne suis pas là pour défendre l'État. Hein, excusez-moi du terme, je ne suis pas là pour défendre l'État. Peut-être que vous me voyez comme je suis directeur général. Je ne suis pas là pour parler de défendre l'État, mais nous sortons d'une crise. Mais je pense qu'on est entré, vous avez vu les chiffres que le ministère des Sports a avancés, courant 2022, pour éponger des arriérés de primes, des arriérés de salaires et des entraînements. La contribution du sport aux ressources en 2019, on parle de 0,5% du produit intérieur brut. La contribution du sport en Afrique, 0,5%. Tout à l'heure, on disait que le sport dans le monde a un produit intérieur brut de 2% pour une valeur de plus de 787 milliards de francs CFA. Ça veut dire qu'en Afrique, tout est à refaire. On parlait du Mali, mais il n'y a pas qu'au Mali où il y a des difficultés un peu partout. Messieurs, on arrive au terme de cette émission. Pour le mot de la fin, on va commencer par vous, Rafa Sidibé. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait mettre impérativement en place dans l'immédiat pour que le football malien, pour que le sport malien rayonne comme on a pu le voir dans d'autres pays qui étaient dans la même situation que le Mali en termes de difficultés financières dans le sport, mais qui aujourd'hui, à cause du travail qui a été fait, notamment du point de vue politique, voilà, donc rayonne aujourd'hui dans le monde? Je dirais plutôt d'aller à la base et surtout les organisations et les associations sportives, que ce soit le club et autres, qui s'organisent. Le professionnalisme, ce n'est pas uniquement que la fédération ou l'État, mais qu'au sein même de leur club, de leur association, qu'ils s'organisent. En s'organisant, et vous allez voir que vous allez attirer, je dis encore, des gens qui viennent vous aider, que ce soit les sponsors et autres. Les sponsors ont besoin de visibilité, mais ils ne vont pas venir mettre de leur argent dans quelque chose qui est incertain. Et en plus, essayer d'établir cette confiance qui est, je peux dire, qui n'existe plus entre les différentes fédérations et l'État ou les clubs et les fédérations. Pour le mot de la fin, en tant que spécialiste, je l'ai dit en débutant cette émission, vous êtes certainement l'un des acteurs les plus impliqués dans le sport depuis plus d'une trentaine d'années. Vous avez occupé des postes de responsable dans plusieurs structures sportives. Est-ce que justement, pour le mot de la fin, vous pouvez nous dire comment est-ce que vous voyez cette question du financement du sport pour en finir avec les problèmes de primes, les problèmes de salaire? Je pense qu'il faut commencer par l'amélioration du système de la gouvernance. L'amélioration du système de la gouvernance qui va, ce qu'on appelle, mettre un accent, c'est vrai, pour la participation et la redevabilité. Et c'est ce qui repose, il a dit tout à l'heure, sur le mode organisationnel que nous avons. Le mode organisationnel qu'on voit un peu comment nos clubs sont organisés, qu'on quitte de l'amateurisme pour aller vers le professionnalisme. Et dans toujours l'amélioration de cette gouvernance, c'est là le système de mise en place des contrats, des conventions entre l'État et les différentes fédérations pour que ce système de redevabilité soit plus clair, plus transparent dans ce domaine-là. Deuxièmement, il faut aller vers la diversification des sources de financement. Il faut rapidement que les deux départements se rapprochent. On revient au fonds de développement du sport. Le Fonds national de développement du sport est une nécessité pour notre pays. Il faut que l'on revoie cela, que les deux départements, notamment le département en charge des sports et le département en charge des finances, se rapprochent dans quelle mesure nous pouvons aller pour dépoussiérer, parce qu'il y a eu beaucoup de démarches dans le domaine-là où se trouve le blocage, qu'on aille vers cela pour qu'on voit, parce que par rapport à ce fonds-là, il y a beaucoup de choses, beaucoup de mécanismes qui existent par rapport à ce fonds-là et qui pourront vraiment booster un peu le financement du sport. Je pense que si on va vers ceci, on pourra améliorer vraiment le système de financement de notre sport. Financement du sport, les écueils, c'était le thème de cette émission que j'ai pris plaisir à vous présenter. Je rappelle que nous avions sur ce plateau pour la deuxième partie Monsieur Rafa Sidibé, ancien international malien de football, aujourd'hui président du mouvement pour la sauvegarde et la promotion de la pratique du sport au Mali. En face de lui, il y avait notre invité principal, Monsieur Cheikh Konaté, directeur général de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à très bientôt sur TM.